Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans Un pilote presque parfait, votre émission dérivée de votre podcast sériel habituel, la saison des séries. Je m'appelle Junior et je suis comme à chaque fois ravi de vous retrouver, j'espère que tout va bien de votre côté. Pour celles et ceux qui découvrent ce podcast, un rappel du concept, 3 personnes viennent discuter uniquement du premier épisode d'une série que l'on passe en revue scène par scène. Et une fois qu'on a commenté en long, en large et en travers ce pilote, chaque participant doit lui attribuer une note entre 0 et 10. L'objectif, vous indiquer un classement dans lequel sont réparties les séries les plus efficaces dès leur premier épisode. Pour ce nouveau PPP, j'accueille aujourd'hui une jeune femme que vous aviez pu entendre dans l'épisode bonus consacré à sa relation privilégiée qu'elle partage avec une de ses séries préférées, Sex and the City. Elle s'appelle Emeline. Salut Emeline. Bonjour Junior. Sois la bienvenue, ça va ? Ah ouais, très bien, et toi ? Oui, très bien. Lui, il officie avec son frère Mathieu dans le podcast Recall. Il est venu de nombreuses fois ici pour commenter entre autres The Good Place ou plus récemment Ma sorcière bien-aimée. Je parle évidemment de Franck. Salut Franck. Salut Junior. Tout va bien ? Bah écoute, oui, ça va. Content de vous retrouver pour une série qui, a priori, devrait être mieux que Les Mystères de l'amour. Il est toujours à glisser un tacle en début d'épisode. Direction des années 2010. C'est le 11 janvier 2019, date à laquelle débarquait la série britannique Sex Education, une création de Laurie Nunn. 4 saisons et 32 épisodes, la série s'est achevée le 21 septembre 2023, date de la sortie de son ultime saison. Pour vous donner un aperçu de cette série, je vous propose un premier extrait et on en parle juste après. J'ai vu que tu faisais semblant de te masturber, et je me demandais si tu avais envie qu'on en parle. Oh, j'aurais aimé que ma mère soit un gourou du sexe. Et si pour commencer, vous me racontiez votre plus ancien souvenir concernant votre scrotum? Non, crois-moi, t'aurais détesté. Il s'agit d'une nouvelle frontière, mon pote sexuellement refoulé. C'est enfin notre chance de remonter la chaîne alimentaire sociale. Je m'inquiète pour toi, mec. Tout le monde pense à s'envoyer en l'air. Ou ils projettent de le faire. Ou ils le font pour de bon. Les élèves de ce lycée ont besoin de toi et on a besoin de leur thune. Je me charge du côté commercial et toi de la thérapie. La thérapie? La thérapie sexuelle, comme ta mère. Sexologue, non mais t'imagines? C'est un super plan. Tu pourrais être populaire. Il se pourrait bien que je craque légèrement sur Maeve. Alors, pour celles et ceux qui n'ont jamais vu Sex Education, Emeline, est-ce que tu peux nous faire un résumé de cette série, s'il te plaît ? Alors, Sex Education, c'est une série qui parle d'éducation sexuelle. On suit le personnage d'Otis, qui est un ado de 16-17 ans, qui n'a aucune expérience sexuelle ou amoureuse, et qui a une mère sexothérapeute. Et un événement en particulier va lui faire se rendre compte que lui aussi, il est doué pour donner des conseils sur le sexe, et il va alors ouvrir clandestinement un cabinet de sexologie au sein du lycée, ce qui va nous permettre à nous de découvrir des histoires de plus en plus loufoques, des personnages super attachants et d'en apprendre plus pour avoir une sexualité plus épanouie. Excellent résumé au casting de ce pilote. Asa Butterfield, Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Gillian Anderson, Emily Wood, Connor Swindells et Alistair Petrie, entre autres. Ils sont assez nombreux, c'est une série chorale, je ne vais pas tous vous les citer. Et avant d'entrer de plein pied dans le pilote, Franck, une simple question, quand est-ce que tu as découvert Sex Education, toi, et qu'est-ce qu'elle représente cette série pour toi ? Alors, il me semble que j'ai découvert cette série, du coup, plus ou moins dès qu'elle est sortie. Peut-être pas le premier jour de la sortie, mais assez rapidement. J'ai regardé la série par curiosité. Et après, ce qu'elle représente, je trouve, c'est une super bonne série. Elle arrive à allier le fait de donner des informations, mine de rien, sur la sexualité, de décomplexer la relation qu'on peut avoir à sa sexualité, tout en étant drôle. Et en ayant des moments très très sérieux et avec, je trouve en tout cas, des acteurs qui jouent très très bien. Donc voilà, c'est une série que j'aime vraiment beaucoup et que j'ai pris plaisir à suivre sur toutes les saisons. Moi j'ai découvert Sex Education évidemment quand ça commençait à beaucoup en parler sur les réseaux sociaux. Donc j'ai vraiment découvert ça en 2019, 2 semaines après sa sortie. J'y suis allé par pure curiosité parce que je connaissais l'acteur principal, Asa Butterfield, parce qu'il y avait Gillian Anderson également. Et je ne vais pas vous mentir, au moment où je l'ai lancé, je commençais à me sentir un peu vieux en me disant les séries pour ados, ok. Et plus j'avançais dans la série, plus je me suis mis à l'adorer et à me dire que j'aurais
tellement aimé avoir une série de ce genre à 16 ans. Vraiment, il y a des épisodes que je trouve géniaux. Il y a un parti pris et des choix scénaristiques que j'aime beaucoup et des personnages que j'aime beaucoup. Il y a aussi, paradoxalement, des choses qui me sortent par les trous de nez. D'ailleurs, à l'image de certaines choses qu'on évoquera dans ce pilote. Et toi, Emeline, ça représente quoi, Sex Education ? Moi, j'en attendais beaucoup à sa sortie. Moi, je l'attendais avec impatience, donc je crois que le premier jour où c'est sorti, j'étais au taquet. Et un peu comme toi, je me disais, bon, je suis assez grande maintenant, j'ai déjà Sex and the City derrière moi, mais j'étais curieuse de voir ce qu'ils pouvaient en faire pour les ados, justement, et puis j'avais quand même un peu peur que ce soit un peu, pas bâclé, mais qu'ils osent pas aller assez loin, qu'ils fassent que de la surface. Et j'avais été vraiment agréablement surprise qu'ils montrent des corps à l'écran, qu'ils en parlent crûment ou même clairement, simplement, et qu'ils aillent loin dans la psyché, dans le côté vraiment médecine, parfois même scientifique, qu'ils aient vraiment creusé la question. Et on sent effectivement qu'ils ont travaillé avec des sexothérapeutes en fait sur le tournage, parce que c'est très précis et c'est juste. Et au final, pareil, j'y suis allée pour Asa Butterfield et Gillian Anderson, et j'étais très curieuse de les voir dans ces rôles-là. En plus, si je me trompe pas, je crois que Gillian Anderson, elle avait fait The Fall peu de temps avant, je crois, et elle avait toujours des rôles très sérieux. C'est un des premiers où elle est vraiment différente, plus légère, plus fun. Et j'étais très curieuse de voir ça, et j'ai été ravie, je l'adore, même si la dernière saison a été un peu différente. Mais j'ai beaucoup d'affection aussi pour cette série. Je trouve qu'elle est très représentative pour la nouvelle génération. C'est un cadeau pour les ados. Elle est vraiment tombée au bon moment en plus, juste après MeToo, juste après toutes ces nouvelles sexualités, ou en tout cas celles qui étaient mises sous le tapis et dont on ne voulait pas entendre parler. Évidemment, tout ce qui concerne la communauté LGBT, mais aussi certaines formes de sexualité, et ça, j'ai trouvé ça cool. Mais on en reparlera évidemment de tout ça. Je voulais vous dire une chose. Alors avec Franck et Emeline, on en parlait en antenne, on va parler d'éducation sexuelle, donc on va commenter aussi des scènes qui sont très crues. Donc on va essayer de faire un truc tout public, d'accord ? Ça va être le défi du jour. On va essayer de pas trop dire de gros mots, pas trop dire de choses trop hard. Ça vous va ? On va essayer de se tenir. On va essayer, hein. Mais voilà, sachez qu'évidemment, ce podcast n'est pas à mettre entre toutes les oreilles. Si vous avez des gens très jeunes autour de vous, faites attention, bien sûr, de ne pas laisser le podcast tourner. C'est mieux. Sinon, vous allez vite vous demander, papa, qu'est-ce qu'il est en train de dire, éjaculer, c'est quoi ? Voilà. C'est quoi cette bouteille de lait ? Voilà. Attention, vous êtes évidemment responsable de votre écoute. Nous allons attaquer le pilote de Sex Education qui n'a pas de titre. Il se nomme tout simplement épisode 1. Alors en anglais, le titre c'est Encouragement. Ah, très bien. C'est ce que j'ai vu sur Wikipédia, mais effectivement en français il y a marqué, quand je l'ai vu sur Netflix, il y a marqué que c'est épisode 1. Moi j'avais rien vu non plus. Après la page Wikipédia de la saison 1 de Sex Education. Le pilote s'ouvre sur un lustre qui tremble, une maman dans le salon devant sa télé, un papa dans le bureau ou la salle à manger, j'ai pas très bien vu, en train de bosser, et un chien qui aboie en mode réclamation pour sortir, et la caméra monte à l'étage. Et au-dessus, on rejoint un jeune couple en train de s'envoyer en l'air. C'est madame qui est assise sur monsieur. Je précise que les deux personnages sont entièrement nus. On voit clairement la poitrine de la demoiselle. Je vous précise que c'est Amy que l'on voit copuler avec son mec Adam. Amy veut stimuler son mec qui a l'air complètement ailleurs. Est-ce que tu kiffes ma poitrine ? Le mec est plutôt ok, sans plus. Amy demande à son mec de terminer sur ses seins. Amy est sur le point de jouir, elle jouit finalement, mais Adam, lui, fait semblant en poussant un drôle de cri, un cri assez étrange. Amy a un sérieux doute. Non mais, tu viens de simuler, mec. Adam nie en chopant son moyen de protection, préservatif, et dedans, il n'y a pas le lait masculin. Et Amy conclut le pré-générique en posant une question. Il est où ton lait masculin ? Voilà, c'est ainsi que s'achève ce pré-générique et c'est ainsi que j'ai envie de vous entendre, vous, Franck. Ça commence fort. On est directement dans le vif du sujet. Hein. On sait que de suite, on va avoir des parents et puis après des adolescents et que ça va parler donc effectivement de sexe et que ça va être cru dès le début. On a de la nudité, on a du vocabulaire cru dès le début. Ils sont pas timides. Enfin, en tout cas, Amy n'est pas du tout timide. Voilà. Et par contre, Adam
plus blasé que ça, c'est quand même difficile, quoi. Je sens que le mec, c'est-à-dire qu'il pourrait regarder le foot à la télé, tu vois, ça serait pareil, quoi. Absence d'expressivité totale, absence d'expression totale. Il est là sans être là, c'est assez terrible à observer. Emeline, ton regard sur ce pré-générique? Mais comment on peut simuler aussi mal? C'est pas possible. Vous avez remarqué, j'ai été soft, hein. J'ai dit cri étrange. C'était un truc improbable. Hein. Ah non, mais là, on voit qu'il a même pas essayé. Hein. Il s'est dit, bon, je tente, mais c'est pas convaincant. Non, cette intro, je la trouve vraiment chouette. En plus, ils ont fait un gros effort de réalisation. On commence quand même avec un travelling en petit plan séquence pendant un petit moment, le temps d'arriver à l'étage et de voir concrètement d'un œil spectateur vraiment ce qui se passe avant de rentrer vraiment au cœur de l'histoire. Et j'adore cet effet-là, je trouve que c'est hyper intelligent. Et puis, c'est surprenant. On s'attend vraiment pas à ça quand l'épisode commence. C'est comme t'as dit, Franck, on est directement au cœur de l'histoire, quoi. C'est clair. Et ça m'a fait penser un peu au début du film, pour ceux qui l'ont vu, d'Harmony Korine, Spring Breakers, où je me suis dit, ah ok, il commence comme ça pour mieux se débarrasser de scènes crues, et en fait non. Mais je trouve que le décor est planté en posant un problème de jouissance d'un jeune homme, une grosse défaillance, quelque part on le montre dans sa vulnérabilité, et ça pose un problème dans le couple sur le plan mécanique et biologique des choses, mais aussi sur le plan psychologique. Car Adam, on voit clairement qu'il kiffe pas ce moment avec sa copine, alors que sa copine, on l'a perdue, elle est déjà au 7e ciel. Voilà, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi dans cette scène. Et d'ailleurs, pour une petite indication, c'est la seule scène où on verra une comédienne nue au niveau du buste. Il n'y en a plus après. Légèrement, on aura d'autres surprises. Et moi, je trouve juste très intéressant aussi qu'ils auraient pu faire de cette scène d'intro quelque chose de sérieux. Et si on la regarde juste comme ça à l'extérieur, mais le fait de commencer directement avec la musique de Manish Boy, qui commence avec un oh, et je trouve que ça plante déjà le côté un peu sexy et fun qu'il va y avoir tout au long de la série. Oh. I'm gonna come. Are you gonna come? Did you just fake it? Don't be stupid. Why are you staring at me? Show me the condom. No way. Where's the spunk, Adam? Il n'y a pas de générique qui se lance, juste un panneau qui nous inscrit Sex Education. Du coup, on enchaîne avec le premier chapitre que j'ai baptisé « Je n'arrive pas à me faire du bien tout seul ». Et oui, du coup là on arrive dans la villa donc, de Otis et sa mère Jean, donc on n'a pas encore vu. On arrive dans la chambre du coup qui sera la chambre d'Otis, où on voit un lit simple et un jeune adolescent, donc Otis, qui est en train de se préparer à se faire du bien tout seul. Voilà, donc il est très consciencieux, il a des mouchoirs, de la crème hydratante, il a un petit magazine. Et quand il va commencer, en tout cas ce qu'on pense qu'il va commencer, un homme en peignoir jaune entre dans sa chambre, et en fait c'est un des amants de sa mère. Voilà, il lui dit du coup assez crûment, tu te tapes ma mère. Donc le gars qui s'appelle Dan du coup est un petit peu gêné, et du coup ils vont se serrer la main. Il lui dit ne t'inquiète pas, je suis gaucher, je n'ai rien touché de spécial. Voilà, donc on voit que du coup il est assez habitué à ce qu'il y ait des amants qui puissent arriver dans sa chambre, parce qu'elle est assez mal placée a priori à côté de la salle de bain. Et on va continuer dans la cuisine, où du coup c'est le moment du petit déjeuner. Otis descend, Dan est là aussi, et la mère, donc Jean, qui est jouée par Gillian Anderson, arrive, et Otis commence un peu à questionner avec un discours très très mature Dan, voilà, est-ce qu'il a des problèmes d'Oedipe, voilà. Jean lui répond, voilà, en essayant de manière très factuelle, et en essayant quand même un petit peu de couper la conversation. Voilà, et on apprend du coup que Jean est thérapeute sexuelle et relationnelle. C'est le début voilà, de leur petit déjeuner, et Dan s'en va, et on va laisser Otis partir vers le lycée. J'adore le plan cul de Jean qui s'en va et qui lui dit au revoir maman, au lieu de lui dire au revoir Jean, il se trompe, la honte. Ce que j'adore, c'est le regard d'Otis juste après, qui regarde sa mère en lui disant « T'as vu, j'avais raison !» Il a quand même un problème, ce mec. Encore une fois, c'est très ludique la façon dont on installe les choses. Le fait que, quelque part, l'ami Otis ait intégré le fonctionnement de sa mère quant au questionnement pour mieux cerner les problèmes sexuels, je trouvais ça plutôt intéressant à observer. Emeline ? Mais on sent déjà en plus qu'il y a une grande communication quand même entre Jean et Otis, même si elle n'est pas toujours volontaire, mais qu'elle parle facilement de tout, sans restriction, sans limite.
et que ça a permis sans doute à Otis, mine de rien, d'avoir toutes ces connaissances au fur et à mesure. Alors, elle a plus envie de parler que lui. Faut pas oublier qu'il est un ado qui se cherche et tout, donc ça va se traduire en plus dans les scènes suivantes. Franck ? Ah oui, c'est vrai qu'effectivement, elle a plus envie de parler, mais en même temps, elle lui parle... Enfin, on a l'impression qu'elle essaye de lui parler comme une mère, mais elle lui parle aussi quand même beaucoup comme un thérapeute, quoi. Elle est assez froide dans sa manière de parler, elle est factuelle sur ce qu'elle dit. Pour l'instant, on sent pas encore tout à fait l'amour maternel de cette femme. Et avec, du coup, Gillian Anderson, là, qui prend ce rôle et qui est très différent de tout ce qu'elle a pu faire. Alors, j'ai pas vu 50 séries avec elle, mais très différent. Qui joue quelqu'un de froid et en même temps du coup qui va nous faire rire aussi par ses réactions, sachant que plus ou moins dans la même période elle a joué Margaret Thatcher dans The Crown. Il y a 2 salles, 2 ambiances quand même. Entre la dame de fer et la thérapeute qui est une bombe atomique, faut quand même le dire que c'est une quadra à tomber par terre. Mais clairement, pour moi elle est dans son prime, Gillian Anderson, dans la période The Fall, Sex Education, elle est incroyable. Dans X-Files elle fait tellement fade. Tiens, j'allais vous dire, on va rappeler la filmographie de Gillian Anderson, on vient de le faire. Donc c'est X-Files, c'est Hannibal, c'est The Crown, c'est The Fall. Tu voulais dire quelque chose, Emeline, j'ai l'impression. Ouais, j'étais juste en train de me dire qu'en regardant l'épisode, je me suis dit, punaise, mais c'est génial d'avoir une mère comme elle, quand même, qui a déjà de super bons conseils, et qui est tellement ouverte, justement, à la communication, même si face à un ado, c'est compliqué, et je me disais que c'était justement l'avantage et l'inconvénient d'avoir une mère sexothérapeute, c'est qu'au final, c'est super, elle peut t'apporter plein de réponses, mais qu'en même temps, c'est souvent too much. Il faut souvent laisser de l'espace, et c'est pas évident, à mon avis, ça doit être très désagréable et gênant par moments aussi. Et oppressant, en effet. On continue cette scène et on prend nos vélos et on fait la route avec Otis et Eric. Alors du coup, on retrouve Eric, qui est le pote d'Otis. Ils vont apparemment tous les jours à l'école en vélo et ils discutent et on y voit juste Dan partir avec sa moto et on comprend tout de suite qu'Eric il fantasme sur le plan d'un soir de Jean et du coup on comprend dans la foulée que Eric est gay. Et Otis lui fait comprendre que oui, mais bon, de toute façon, on le reverra pas, donc c'est pas la peine qu'il continue de fantasmer sur lui. Et dans la foulée, grosse surprise, on voit un couple arriver, et Eric, tout est extatique. Oh, c'est le couple qui se déguise en animaux! Non, c'est pas eux. Non, là, c'est le couple où le mec, il aimerait que sa femme porte un gars de ceinture. Ah ouais, oh, j'adore ta mère. Non, tu l'aimerais pas. Tu l'aimerais pas au quotidien. Je trouvais que ça amorçait déjà une bonne dynamique entre les deux et ça posait aussi le petit côté, le boulot en fait de Jean. On a en parallèle l'amitié très solide entre Eric et Otis qui vraiment, ça se voit, s'adore, alors qu'ils sont complètement différents tous les deux. Et on a en effet une fenêtre qui est ouverte sur le métier de Jean, on voit un peu le type de patient qu'elle reçoit. Franck, là-dessus. Comme chaque pilote, on installe les bases et là, l'amitié entre Otis et Eric, ce sera un des fondements de la série. Effectivement, ça va parler de sexe, etc., mais ça va parler aussi d'amitié et de la relation que, du coup, le sexe et l'attirance d'un genre ou d'un autre aussi peut jouer sur l'amitié qu'on a avec quelqu'un, quand on va évoluer dans sa sexualité. Et est-ce que ça va impacter l'amitié qu'on peut avoir avec quelqu'un ? Et on verra ça tout au long des différentes saisons. Amis auditrices et auditeurs, vous pouvez noter sexe, amitié, communication. Voilà, notez ça. Vous voyez, ces mots-clés, ce sont les fils directeurs de Sex Education. J'adore cette scène qui se conclut par un rire légendaire d'Eric. Il a un rire communicatif, quoi. Il est rayonnant, ouais. Me dis pas que tu t'es dégonflé, encore une fois. T'as même pas essayé. J'ai laissé tomber, c'est trop pour moi. J'ai pas envie d'en parler. Mais enfin, c'est quoi ton problème exactement ? C'est vrai, est-ce qu'au moins t'arrives à bander ? Oui, évidemment, je suis pas putain de nuque. D'accord, c'est juste que j'attends que ça s'arrête tout seul. J'aime pas vraiment l'effet que ça fait. On peut passer à autre chose maintenant, s'il te plaît ? Sans vouloir te vexer, je trouve ça hyper chelou. Hyper chelou. Allez, je vous propose de rejoindre l'entrée du lycée de Mordale et on découvre Les Intouchables qui cette année arrivent en bagnole. On découvre Anwar, c'est un autre ado, gay comme Eric. Otis et Eric d'ailleurs le connaissent.
On les suit se balader dans les jardins du lycée à pied en poussant leur vélo. Ils croisent un couple en train de se rouler sauvagement des pelles, quasi sur le point de le faire d'ailleurs. Tous les ados de Mordale l'ont fait cet été, sauf toi Otis. Même Eric a eu droit à comment on pourrait dire Il a fait plaisir à la main à un de ses camarades, à 2 fois et demi. Eric est inquiet, il comprend pas qu'Otis, tout le monde a envie de s'envoyer en l'air sauf toi, c'est bizarre quand même. On apprend même que les boobs de Maeve Wiley, une bombe atomique, auraient poussé. Mais pour Otis, ça n'a pas tellement bougé. Bref, Eric nous balance les rumeurs qui circulent sur Maeve. Elle aurait mordu les boules d'un mec. Bref, qu'elle aurait fait une gâterie à de nombreux mecs. Une info, que du slut-shaming, vous l'aurez compris. Maeve croise les intouchables qui la trash-talk en mode lave-toi les cheveux, et mets-toi du déo. Maeve répond en mimant une gâterie. Pour ceux qui n'ont jamais vu Maeve, je vous la décris. Elle est blonde avec des mèches de cheveux roses. Elle a toujours son perfecto sur elle et son piercing dans le nez. Un short. J'ai oublié de vous dire que c'est très coloré. Quitte à décrire Maeve, je dois vous décrire les autres. Otis, c'est une espèce de veste de survêt assez improbable et souvent des pantalons rouges. Et Eric, c'est toujours tout de très très coloré. Beaucoup de maquillage, de traits, d'eyeliner, je me trompe pas, j'espère Emeline, hein, tu m'arrêtes. Ah ouais, c'est juste. Voilà, de contours autour des yeux, etc. Enfin bref, pour Eric, pas de doute, les 2 années qui vont venir vont être les meilleures. Et fin de la scène en mode accéléré où tous les lycéens font comme Otis et Eric, ils pénètrent dans l'établissement. Je vous écoute pour votre retour sur cette scène, Emeline. Que généralement, je trouve que quand on arrive, que ce soit dans un film ou une série, dans un lycée, on nous expose toujours les groupes, les différents groupes qu'on peut avoir. Et là, ils n'ont pas dérogé. On te montre vraiment les populaires, les ringards, la rebelle. Et ça, c'est de manière assez marrante en plus. Ils en ajoutent bien sur Maeve, ils vont quand même assez loin dans toutes les rumeurs qu'il peut y avoir et on voit que c'est un lycée, donc forcément des rumeurs, il y en a des tonnes, et que c'est bien abusé aussi, mais que ça nous permet aussi de comprendre ensuite le personnage, vers qui en fait on va se tourner et comprendre d'où elle vient finalement, toutes les évolutions qu'on va pouvoir avoir. Par contre, par rapport à Eric, si je me trompe pas, je crois que dans le premier, il est pas encore très maquillé, très 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 coloré. Oui, ça viendra après. Ça vient après, ouais. Pour l'instant, il est encore en mode « je suis officiellement gay, mais je n'exprime pas totalement la personne que je suis. » Ouais. Après, dans sa personnalité, il s'en cache pas. Hein. Il assume son côté féminin. Il est très exalté, très expressif. Et même dans les tenues, il est très, on dit souvent modeuse, j'allais dire, il est très modeur, il est très fashion victime en fait. Je sais pas à quel point il est encore, par rapport à ses parents, poser la question, est-ce que, parce que du coup on le verra aussi un peu plus tard dans l'épisode, à quel point c'est clair pour ses parents qu'il est homosexuel, en tout cas dès le premier épisode. Pour nous c'est très clair, hein, ça a été... Ouais, oui, c'est vrai que là on le voit pas. De ce dont je me souviens, effectivement, je sais comment ça se passe pour la suite, mais là dans cet épisode-là on n'a pas trop d'infos. On sait juste, parce qu'on verra plus tard qu'il se cache un peu. Quoi. Il se cache pas effectivement sur la manière de se comporter, la manière de s'habiller, voilà, et ça va exploser par la suite. Après il aura des tenues... Les plus folles les unes que les autres, quoi. Et qui portent extrêmement bien. Il les porte avec fierté, et c'est extraordinaire en fait de voir ça. Il est magnifique. Il est totalement solaire. Ouais. Ça lui va tellement bien. On serait ridicule nous dedans, lui, et ça lui va magnifiquement bien. Ouais, en plus, du coup, c'est un super acteur, quoi. Et c'est d'ailleurs pour ça, du coup, on peut rebondir dessus, du coup, c'est lui maintenant qui est le nouveau Doctor Who. Exact. Et je pense qu'il peut donner une autre touche de funitude à ce personnage-là. Ouais, il y a déjà l'épisode de Noël qui est sorti, où du coup on le voit sur les épisodes. Il y a eu des épisodes spéciaux qui sont sortis à la fin de l'année, qui ont fait revenir David Tennant en Docteur, et voilà. Et l'apparition du coup de ce nouveau Docteur-là, qui est le 14e Docteur de mémoire, qui relance, c'est la nouvelle ère, c'est l'ère Disney de Doctor Who. Et en fait, sur le peu d'épisodes qu'on a pu le voir, déjà, effectivement, il est solaire, évidemment. Il va apporter une nouvelle énergie au personnage de Doctor Who, qui est plutôt, généralement, un personnage assez énergique. Il succède ainsi à Jodie Whittaker, qui a été la première femme. Lui, il devient le premier noir à incarner Doctor Who. C'est devenu de plus en plus inclusif, Doctor Who. Ça a été un premier homme plus âgé, puis une première femme, puis premier noir, donc c'est génial, quoi. Techniquement, dans la chronologie de Doctor Who, il succède au Docteur de David Tennant, qui revient en fait. D'accord. Ouais.
Je vous propose de prendre la direction de l'auditorium du lycée de Mordale, scène de malaise, puissance 1000, où Eric est sur scène et il joue terriblement mal du corps devant une assemblée médusée. C'était censé être l'hymne de l'école, mais bon, le principal le remercie assez froidement et lui dit que c'était un son approprié. Le principal, on le découvre, c'est donc... il s'appelle Groff, c'est le père d'Adam, vous savez, celui qui s'est envoyé en l'air au début avec sa chérie, Amy. Et au pupitre, le principal donne des infos importantes aux lycéens et à nous, spectateurs. Les toilettes derrière le gymnase sont condamnées. Interdiction d'y mettre les pieds, c'est clair. Eric retourne à sa place et on apprend qu'Otis lui avait dit de ne pas y aller, mais c'était plus fort qu'Eric qui voulait impressionner. Donc si je dis pas de bêtises, la fanfare du lycée, c'est ça, les swing bands? Oui, c'est ça, ouais. On continue avec Groff qui annonce la personne à suivre sur scène et là on va découvrir Jackson Marchetti, le nouveau délégué surveillant, un jeune homme noir qui danse et fait le grand écart en arrivant, il fait même des checks au proviseur, assez improbable. Je vous propose de poursuivre dans les couloirs du lycée de Mordale, à moins que vous ayez une autre chose à dire là-dessus, tiens, vite fait. Rapidement, ce que j'ai à dire, c'est juste sur cet acteur, l'acteur qui joue Groff, il joue dans Star Wars Rogue One. Ah, voilà. ok. Et j'ai mis un temps avant de me rendre compte qu'il jouait dans Star Wars Rogue One, et du coup c'est très bizarre quand j'ai revu Star Wars, de dire, mais c'est le principal Groff, c'est bizarre. Du coup. Ah oui, j'ai du mal à l'imaginer. Une chose à dire, Emeline, dessus, sur ce passage? Ouais, moi je m'étais juste dit que Jackson, quand on le voit apparaître, on se dit ça y est, encore un gros lourdeau, le mec populaire qui se la joue à mort, mais en même temps tout le monde, même Eric et Otis relativement, semble l'apprécier. Du coup, je me suis dit ça doit pas être un mauvais garçon, mais ça doit peut-être pas être le mec le plus intelligent. Et j'étais contente de voir l'évolution dans l'épisode de ce personnage. Je vais vous avouer qu'il y a une chose qui me surprend depuis le début de cet épisode, un adjectif qui n'a pas été employé jusque-là, le mot à $1 million. En ce moment, c'est toxique, hein, mais il y en a un autre, pour moi, c'est cliché. Personne n'a utilisé le mot cliché. Est-ce que tous les personnages qu'on vient de dépeindre jusque-là sont pas clichés? Bah si, c'est les stéréotypes du lycée, ouais. Moi, je disais plus stéréotypes, mais ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a des gros clichés qu'on aurait pu dire américains. Bon, là, c'est anglais, du coup. Mais c'est toujours pareil, quoi. Le côté bande, le côté clan, les losers, les winners, les populaires qui viennent avec leur voiture. Du coup, pour rebondir, c'est aussi au début, pour moi, c'était très flou la frontière de où se passait cette série. Parce que on voit par rapport au décor, la campagne, ça a l'air effectivement d'être de la campagne anglaise. Bon, après, si on l'écoute en anglais, ils ont des accents, etc. Mais effectivement, les différentes castes, il y a le populaire, lui, il a l'air d'être... Lui, tout le monde l'adore. Voilà, tout le monde l'adore, c'est le chef de l'équipe de foot, ça a l'air clairement d'être ça, quoi. Et donc, effectivement, des castes qui sont très lycée américain, en tout cas de ce qu'on nous montre dans les films ou dans les séries. Puis même l'intérieur, les décors, ça fait très lycée américain. Donc, je crois que ça floutait un petit peu la frontière... entre où se passe cette série, alors qu'après il y a des indices qui disent que clairement ça se passe en Angleterre, hein. Mais souvent, est-ce que ça a été fait exprès ou pas, ou pour aussi accrocher le public américain sur la série et pas dire on va vous montrer un... Probablement. Voilà. Les sous sont américains, faut pas l'oublier. Mais du coup, je trouve que c'est bien fait en fait. C'est pas appuyé. C'est subtil et j'ai mis un temps en fait à me dire mais attendez, mais où est-ce qu'ils sont là vraiment, parce que j'ai l'impression que c'est en Angleterre, mais on a l'impression que c'est aux États-Unis aussi. Donc voilà, je trouve que ça c'est plutôt bien fait. C'est vrai que c'est assez fin, mais j'avais lu un truc et ce que tu as dit m'y a fait penser. Quand on regarde comment ils sont habillés, il n'y a pas un style hyper moderne ou hyper vieux. En fait, c'est vraiment un style qui est assez dans une décennie non identifiable. Et, intemporel. Voilà, intemporel. Et j'ai effectivement lu qu'ils avaient fait ça exprès pour qu'on arrive relativement bien à, peu importe la décennie à laquelle on la regarde, si on la regarde dans 30 ans, à se rapprocher d'eux, à se sentir plus proche, à pas se dire tiens, je m'identifie pas à cette personne parce qu'on n'a pas du tout la manière de s'habiller, même si Eric va être très extravagant, finalement ça correspond à d'autres personnalités extravagantes qu'il peut y avoir dans le futur et qu'il aurait pu avoir dans le passé. Hi, Adam. Good summer? Shut the fuck up, tromboner. Give me what you got. What's in the bag? My lunch? You know that because you always eat it. I think you forgot something. It's just a pencil case. Don't give a fuck about your pencil case, curly whirly. Like, come on, man. Not my curly whirly. Give me that curly whirly, or I will break your face. Je vous propose de rejoindre les couloirs du lycée de Mordale. Eric parcourt les couloirs tranquillement quand Adam lui tombe dessus et le bouscule sur les casiers.
Adam veut clairement dépouiller Eric, qu'il surnomme Trombite, je vous le dis en anglais, je vous laisse deviner le jeu de mots entre la trompette et la... Bref, Eric donne des thunes, puis son déjeuner, comme tous les jours, à Adam, qui réclame lui encore la barre chocolatée d'Eric en lui menaçant de lui péter la gueule, et Adam gobe bizarrement la barre choco devant Eric médusé et au visage bien plus triste qu'en début d'épisode. On reste dans les couloirs avec un drôle de rentre-dedans entre Maeve et Otis au croisement de deux couloirs. Otis et Maeve se percutent donc et font tomber les bouquins de Maeve. Otis veut aider Maeve, qui l'envoie chier, le traite d'abruti et lui demande de se barrer. Jackson les voit au loin et Maeve dit que tout est de sa faute. Allez, sois sympa, me verbalise pas pour le coup. Jackson dit ok, puis finalement sort son carnet et il glisse Jackson donc à Maeve un petit mot d'avertissement et de sanction. Puis un mec random balance une insulte à Maeve, qui cette fois lui répond avec un coup de pied dans les parties. Fin de la scène. Une scène qui se conclut avec une Maeve plus loin dans le couloir qui lit le petit PV que lui a laissé Jackson et elle voit que Jackson lui donne rendez-vous après les cours. Alors, l'agression d'Eric et Otis et Maeve qui se rentrent dedans, qu'est-ce que ça vous a inspiré tout ça, Franck ? Encore une fois, on est sur de l'exposition, c'est-à-dire qu'on est en train de caler les relations avec les personnages. Dans les scènes précédentes, on a dit qui sont les personnages, et maintenant on est en train de voir quelles sont les relations qu'ils ont entre eux. Alors certains n'ont pas encore, ou les débuts de relations. Que Adam, non seulement d'avoir des problèmes pour jouir, en plus, il terrorise le noir homosexuel. Est-ce que c'est parce qu'il est noir homosexuel, ça a pas l'air vraiment d'être le truc, c'est plutôt parce qu'il veut terroriser des gens. Et Maeve et Jackson, voilà, ça va être aussi le début de ce qui va se passer entre eux, avec des conflits qu'on voit dans les lycées. Il y a l'agresseur, l'agressé, les amourettes avec des excuses, de dire en fait je trouve un moyen de pouvoir venir te parler. Voilà. Et toujours par contre la malveillance qu'il y a à l'encontre de Maeve. C'est-à-dire qu'on l'insulte clairement dans les couloirs, quoi. Et personne ne fait rien. C'est-à-dire que, pour le coup, Jackson, qui là pourrait faire quelque chose, puisque c'est lui qui est surveillant de couloir, le surveillant en chef, voilà, qui en plus, a priori, est attiré par elle. Il y a des gars qui passent et qui lui disent que c'est une femme de petite vertu. C'est beaucoup plus violent. Hein. N'oubliez pas, podcast grand public. Et personne ne dit rien, quoi. Après, elle réagit peut-être qu'aussi dans cette scène, dans l'écriture, on voulait montrer qu'elle est badass, qu'elle sait se défendre. Je pense que moi, je la vois comme ça, cette scène. Et juste pour aller sur la zone spoiler, l'agression d'Adam qui va terroriser et harceler tous les jours Eric, franchement, le twist, désolé, je spoil, tant pis. Si vous avez une trentaine d'années et qu'avant de mater Sex Education, vous aviez maté Glee, le twist et cette scène-là, vous la voyez arriver à des kilomètres, quoi. Mais vraiment. Donc on se doute qu'il y a une attirance-répulsion pour Eric, qu'il ne comprend pas, qu'il ne maîtrise pas et qu'il matérialise par des agressions physiques, verbales. Et c'est une des choses qui m'a pas vraiment plu dans la série. Alors j'ai aimé ce qui suit après, l'histoire d'amour et ce que vous voulez, mais ça m'avait un peu gonflé la façon dont c'était fait et on voit tout de suite les références de la créatrice. Emeline ? Déjà, pour ce que tu étais en train de dire, moi, tu vois, c'était l'inverse. Moi, j'ai été agréablement surprise de ce revirement. Est-ce que j'avais peur que ce soit juste de la bêtise pour de la bêtise, être méchant juste pour compenser le fait qu'il avait des problèmes d'éjaculation et qu'il avait d'autres problèmes derrière. Mais moi, j'étais contente parce que parce qu'on trouvait une autre profondeur chez Adam. Oui. Et pour l'instant, ce qu'on voit de base jusque là où on en est, c'est que c'est un gros débile qui se trouve être de plus en plus débile, plus on voit des choses sur lui, et qui est méchant gratuitement pour compenser tous ces problèmes amoureux, les problèmes à la maison, et franchement, il fait pitié. Et c'est vraiment rageant, et pour moi, il y avait quand même un petit côté où, clairement, il veut se montrer homophobe et raciste pour en ajouter une couche. Parce que c'est qu'à lui qu'il s'en prend, et pas à quelqu'un d'autre, aux dernières nouvelles en tout cas. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il est attiré par lui. Ouais, c'est ça. Voilà. Oui. Du côté de Maeve et Jackson, là-dessus je suis d'accord avec toi, que c'était pour la montrer en mode badass, montrer que en fait Jackson il commence à la connaître, il sait qu'il a pas besoin de la défendre, en fait qu'elle le fera bien toute seule, et effectivement elle se débrouille très très bien toute seule, mais on voit aussi à quel point elle se fait lyncher en cours facilement, sexualiser gratuitement, mais qu'au moins elle se laisse pas faire.
On était dehors devant le lycée, on était dans les couloirs du lycée, il est vraiment temps de se rendre en cours, non? Alors direction la salle de classe. Effectivement, après avoir... on continue notre visite du lycée. Donc là, on est dans les cours d'anglais a priori, et il se trouve que Adam est à la même table que Otis, voilà, et comme mauvais élève qui se respecte, il commence à graver la table, parce qu'il n'a vraiment rien à faire des cours, hein. Voilà. Pour l'instant, du coup, il nous est présenté vraiment comme un élève fort sympathique, Adam, ou Adam, je sais pas comment là. Et du coup, Otis et Adam se rendent compte qu'ils vont devoir coopérer pour un devoir. Voilà, et je pense qu'en fait, aucun des deux n'est ravi de cette information. Voilà. Pour cette coopération, ils vont devoir, parce que Adam ne va pas rester après les cours, donc ils vont devoir se retrouver à 18h chez Otis. Et on continue du coup avec la pause repas, voilà, où Eric et Otis mangent tout seuls à l'extérieur, assis par terre, et du coup ils vont commencer à discuter. Et donc il y aura deux sujets, notamment la taille de la verge de Adam, voilà, parce qu'il y a une réputation comme quoi il aurait une verge qui équivaut à 2 canettes en largeur et en longueur. Incroyable. Voilà. Et Eric, du coup, qui découvre que Adam va venir chez Otis et se moque parce que Eric sait à quoi ressemble l'intérieur de la maison, parce que là, on l'a pas forcément décrit, mais effectivement, elle est thérapeute sexuelle, donc elle a un goût pour la déco qui est très tourné vers le fait d'afficher ou d'avoir des petites statues de pénis ou de vulve un petit peu partout. Et donc cette situation-là fait beaucoup rire Eric, mais voilà, qui dit que en fait, il va se faire complètement démolir par Adam. Exact, parfois c'est explicite, parfois c'est plus implicite dans la maison. Il faut juste, quand on est face à un tableau, tourner un peu la tête. Emeline? Cette scène-là, je la trouve vraiment assez drôle parce qu'on nous expose maintenant le personnage d'Adam avec lui ses propres rumeurs, sa propre manière d'être, et puis encore cette proximité entre Eric et Otis, cette belle amitié où on sent le côté je me fous de toi, mais bon courage parce que ça va être compliqué. Vous avez remarqué aussi le sens ce besoin de contrôle de la part d'Adam pour on fait les choses comme ça à ma manière et c'est pas autrement. Du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est aussi quelque chose qu'on va retrouver chez son père. Pourtant, il y a des choses où il essaye de s'éloigner le plus possible de son père, mais ça, c'est des choses qu'on peut voir déjà. Enfin, son père, c'est le proviseur du lycée et il est très très, très strict. Et voilà, ça c'est une partie du caractère de son père qu'on peut retrouver dans Adam. Voilà, et après, j'ai rien de spécial à rajouter. Effectivement, c'est une scène qui montre encore la complicité entre Eric et Otis, et on continue à faire le tour des rumeurs pour l'exposition des personnages, parce que du coup, voilà, les personnages sont quand même... ils ont tous plusieurs facettes, et on peut les voir chacun, en fait, de l'intérieur, quand on les suit, eux, en tant que personnages, ou de l'extérieur, sur quelle est la représentation qu'ont les autres, quels sont les stéréotypes qu'ont les autres sur ces personnages-là. Et en fait, c'est fait plus ou moins tous les personnages principaux. Et donc, c'est ce qu'on continue à faire dans cette scène. How's it going with Nobzilla? He can't come. So the other night, we're like going, and I'm losing my shit. And I, Reached the summit. Yeah. But he, slipped and dropped the yogurt. No, I wish. He faked it. You sure? I don't know what I'm doing wrong. Maybe he was nervous or something. Ruby and Olivia think I should dump him. They say he's bringing down my social status, but... The thing is, he can be really sweet when nobody's watching. Don't know why you listen to those dickheads. If you like him, do what you want. Tits. They're looking for me. Thanks for the game. No worries. And the chat. Oh, and... Don't worry, you were never here. Ta-ra, lad. See you later, pet. J'ai une envie pressante. Alors, tu veux qu'on coupe le podcast? Non. Non. Excusez-le, il a un petit peu des petits problèmes. J'ai pas une envie pressante d'aller pisser, mais plutôt d'aller me confier. Première fois que l'on rejoint les toilettes interdites et totalement délabrées, donc à l'abandon, et on retrouve Maeve en compagnie d'Amy, qu'on a vu dans la scène d'intro avec Adam, je vous rappelle. Elle a un peu peur de l'amiante et elle joue aux cartes toutes les deux. C'est Maeve qui gagne, elle fume tranquille près de la fenêtre et demande à Amy si ça va avec, comment on pourrait dire,
Poutrezilla, pour rester poli. Je sais pas ce qui est mieux. Voilà. Amy dit que il n'arrive pas à jouir et elle raconte à Maeve la partie de jambes en l'air qu'elle a eue plus tôt. On apprend qu'Amy traîne avec les Intouchables et que ces dernières lui demandent de larguer parce que ça fait baisser leur réputation. Amy le défend, il a un bon fond quand même. Maeve comprend vraiment pas pourquoi Amy écoute les Intouchables qu'elle appelle les nazes. Et on en déduit ici que Amy et Maeve se voient en cachette, que leur amitié est secrète. Mais fais ce que tu veux, meuf, n'écoute que toi, ne les écoute pas. La conversation est entrecoupée de scènes assez gênantes où on voit Adam faire le con avec son pote comme s'ils avaient 12 ans. Amy voit au loin la bande des Intouchables la chercher et elle passe en mode « Merde, faut que je me casse ». Retenez bien, c'est fou comme les gens arrivent à parler dans ce lieu. Franck, là-dessus. Alors, du coup, par rapport à ce lieu, au début de l'épisode, le proviseur Groff, je sais, du coup a dit « N'y allez pas parce qu'il y a de l'amiante, mais qui est-ce qui va dans ces toilettes normalement ?» Je veux dire, c'est des toilettes complètement délabrées. Je veux dire, même s'il n'y avait pas d'amiante, t'y vas pas. Je veux dire, il y a du lierre, toutes les fenêtres sont pétées. Personne ne va là, de toute façon. Je veux dire, qui va clairement pour te cacher, mais... C'est clair, on dirait un entrepôt désaffecté, mais vraiment. Voilà. Emeline. Moi, justement, c'était mon titre pour la scène. Un squat plein d'amiante, trop cool. On le sent venir. Quand Groff, il en parle au début, on se dit, mais ça, si tu en parles aux gamins, forcément qu'ils vont y aller. C'est sûr. Touche pas à la drogue, je vais y toucher. C'est un peu pareil. Et dans cette scène, je trouve ça intéressant de voir Maeve et Amy qui ont leur petite relation secrète qui va devenir en plus de plus en plus forte, ce que je trouve assez chouette. Et en fait, je trouve que Maeve, là, on commence à la découvrir comme un personnage qui est presque la voix de la raison. Il y a tous ceux qui pensent pour les autres ou en fonction des autres. Et Maeve, vu qu'elle est l'outsider, qu'elle est la laissée pour compte, du coup, elle a la bonne manière de penser qui est je m'occupe de moi, fais ce que t'as envie, t'occupe pas des autres, fais ce qui te fait plaisir. Et du coup, elle est de bons conseils pour aimer. En effet, elle endosse un rôle de confidente sur cette scène. On poursuit, Amy rejoint les Intouchables, donc il y a Ruby qui a beaucoup marqué les esprits en saison 3, puisqu'elle se rapproche d'Otis, c'est Mimi King, il y a Simone Ashley aussi que vous avez pu voir dans Bridgerton, voilà, et à Noir, et à travers une conversation, on apprend qu'à Noir l'appelle le petit copain aux membres de Cachalot, on va dire ça. Bref, les Intouchables n'aiment pas le jambon, c'est pas vegan, on balance le sandwich d'Amy, et en plus dans leur groupe c'est interdiction de fumer, bref, beaucoup d'interdictions. On retourne aux toilettes et on y retrouve assis sur un trône, un mec qui se pose dans les shots d'à côté après avoir fermé la porte à son tour et fait passer de la thune à Maeve. Maeve donne en contrepartie un devoir rédigé, le mec se barre et espère obtenir un A. D'ailleurs, Maeve Wiley, assise dans les toilettes, peut lire une jolie inscription notée sur les shots, comme quoi elle aime manger des poireaux, on va dire ça. Chapitre, il n'y a pas grand chose à dire dessus, on va enchaîner vu l'heure. Chapitre suivant, effacer toute trace d'allusion sexuelle. Alors, dans cette scène, on voit Otis chez lui qui s'apprête à avoir la visite d'Adam et il est hyper stressé parce qu'il faut qu'il range, qu'il cache tous les objets en forme de phallus de sa mère ou à caractère sexuel. Et du coup, il y a un bon montage où on voit tout ce qu'il peut prendre et on voit l'étendue de tout ce que sa mère possède. Oui. Et qu'il ne peut forcément pas penser à tout. Et puis d'un coup, Adam arrive, il s'installe pour travailler et puis... il y a des petites scènes drôles où Adam croit voir un sexe féminin sur un tableau et Otis s'effraie tout de suite et il regarde, il fait « Ah non, c'est une fleur, c'est bon, c'est une fleur, tout va bien. » Et alors il commence à travailler, enfin surtout Otis. Adam, au bout d'une demi-heure, se met déjà à fumer un joint et puis il lui en propose un et puis il se met à être curieux et au bout d'un moment, il lui dit « Bon, toi tu continues à travailler, moi je vais aux toilettes. » Au final, aux toilettes, il commence à voir un tableau un peu bizarre, un couple dans une position du Kama Sutra, puis autre chose qui a des tendances sexuelles, puis il avance, il commence à fouiller un peu partout, et il finit dans le bureau de Jean, où il voit une ribambelle de décoration en forme phallique, de très très grande taille pour certaines d'ailleurs. Et il commence à, pas stresser, mais à être sacrément surpris, et du coup il appelle Otis, qu'il appelle New Kid, en tout cas en anglais, en français je sais pas comment il l'appelle. Et au final, Otis vient et doit du coup lui expliquer ce qu'il y a dans ce bureau, parce qu'il pense que la mère d'Otis est une prostituée.
Alors il essaye de lui expliquer que non, c'est une psy qui aide les couples qui en ont besoin à résoudre leurs problèmes sexuels ou amoureux, et puis d'un coup il se dit bon, ok. Et la scène d'après, scène géniale, on les voit sur la terrasse, Adam est en train de fumer un joint avec Jean, et Otis qui les regarde dépité. Et Adam, il a un petit côté dragueur d'ailleurs avec Jean qui est assez drôle. On sent Jean relativement réceptive. Et puis en rigolant et en fumant, elle finit par lui dire « Ah, tu fumes souvent ?»« Bah ouais, un peu tous les jours. Bah fais attention. Parce que à force de prendre de la drogue comme ça tous les jours, bah ça peut donner des problèmes d'éjaculation. » Et lui, il se sent visé tout de suite. Elle lui dit « Bah non, je parlais pas de toi. » Et du coup, il est vexé, il est stressé, et du coup, il part, il s'enfuit. Exact, avec des rappels à l'ordre d'Otis qui dit « Mais maman, faut pas arrêter d'analyser les gens, en gros, quoi, et de le mettre dans l'embarras là-dessus. » Ça, c'est pas gagné. Hein. Franck, sur tout ce passage, il y a beaucoup de choses. Pour être succinct, là, encore une fois, on avance sur la psychologie des personnages, et puis du coup, il y a aussi une partie, on voit aussi la partie de l'humour, un peu de cette série, voilà, où voilà, effectivement, le petit montage de Otis qui essaye de tout cacher, et le sans-gêne d'Adam, et après, le fait que, du coup, autant Otis, lui, est très complexé par ça, et Jean, elle, n'a aucun complexe à parler de ça, et à fumer avec un adolescent, et à lui parler de sexe, et du fait qu'il devrait arrêter de fumer, parce que sinon, il aura du mal à jouir. Voilà. Donc du coup, c'est la comparaison des deux, et le décalage entre les deux caractères de la mère et du fils, qui aussi amène de la comédie, qui un peu de légèreté aussi sur des sujets qui sont du coup un peu compliqués, quoi. D'ailleurs, Adam ne comprend pas. Pour lui, Otis est tellement coincé, alors que ta mère, elle est tellement cool. Tellement cool et tellement sexy. Bah, je trouve que dans cette scène-là, Jean, elle fait pas du tout le rôle de mère. Elle montre totalement le mauvais exemple, mais ça montre aussi sa légèreté et puis son côté hippie en fait sur les bords. Voilà, j'assume, je connais les limites, je sais où je peux m'arrêter, et ça m'empêche pas de profiter un peu de la vie, ce qui est pas forcément la meilleure des images pour un adolescent influençable, mais en tout cas ça permet le petit conseil sexo gratos qu'elle lui fournit et qui va ouvrir à la suite, quoi. Ouais, je vais poursuivre rapidement. Suite au rappel à l'ordre d'Otis, mais merde, arrête d'analyser les gens que tu connais pas. Il pète un plomb, hein. Ça monte chez Otis, et sa mère arrive à le calmer avec un exercice de respiration, et Jean s'excuse d'ailleurs d'avoir vexé Adam. Et une fois calmés tous les deux, il y a cette confession de Jean que je suis au courant que tu as du mal à te faire du bien seul. C'est un peu cliché, la crème et le magazine sur le lit, hein. Mais si tu veux m'en parler, je suis là, je ne te jugerai pas, c'est un endroit, c'est un safe place ici, tu peux tout me dire, sache-le. Mais Otis dit que arrête de m'analyser, j'en ai marre. Il se barre dans sa chambre et il est énervé. C'est ainsi que s'achève cette scène. Tu sais... Ouais, je te l'aurais dit sinon. Tu veux que je te raccompagne? Non. Où t'habites? T'inquiète, ça va. Allez, laisse-moi te raccompagner. On fait que baiser, Jackson. On n'a pas besoin de savoir où l'autre crèche. On se bat en cours? Et je vous propose tout de suite de retrouver plutôt Jackson et Maeve en pleine action. Et oui, parce que c'est le moment un peu quand même d'avoir des scènes de sexe dans cette série Sex Education. Il n'y en a pas eu assez là déjà? Ça commence à peine. Voilà, donc on retrouve effectivement Maeve et Jackson dans une voiture sur un parking désert. Voilà, donc ils sont en train de s'envoyer en l'air, ils sont en train de finir. On sent bien que Jackson lui a envie de continuer et de voir Maeve, et que ça peut être, c'est pas juste un plan cul pour lui, mais que elle, voilà, du coup, elle a plutôt envie de mettre des limites, et elle a pas en tout cas envie de montrer où est-ce qu'elle habite. On comprendra pourquoi est-ce qu'elle n'a pas envie de montrer ça. Donc on les laisse là-dessus, et on continue avec du coup le retour d'Adam chez lui. Et il arrive, il fait un petit peu de bruit en arrivant, parce que il essaie d'arriver discrètement, mais le chien aboie. Du coup, son père se rend compte que Adam est là. Il lui dit tu as 5 minutes de retard, et du coup tu sais très bien ce qui se passe quand tu as 5 minutes de retard. Donc il lui confisque son téléphone qu'il récupérera le lendemain matin. Il monte dans sa chambre, du coup forcément pas très content, et il se trouve que Amy a réussi à rentrer dans sa chambre pour l'attendre, pour lui faire plaisir, pour toucher son légume à la main. Voilà, donc elle essaye, de tant bien que mal de faire ça. Elle n'y arrive pas, parce que Adam n'est toujours pas concentré sur la chose. Et du coup, elle est très mécontente de ça. Et donc elle part et elle s'enfuit.
et elle part par la porte alors qu'elle est arrivée sûrement par la fenêtre, en claquant la porte, en descendant l'escalier, et du coup évidemment le père d'Adam s'en rend compte, et on sent que on laisse Adam dans une situation délicate et qui va se faire encore une fois engueuler par son père après ça. Il va prendre très cher. Voilà. Toute cette partie, je l'ai baptisée « La tour n'arrive pas à se redresser ». Emeline. Ouais, cette scène-là, elle commence à être assez intéressante par rapport à Adam parce qu'on voit qu'il commence à en avoir marre de son problème et qu'il comprend pas d'où ça vient. Elle est pas très utile en soi pour le reste, à part l'effet de surprise avec Aimé qui descend en mode « Bonjour madame, bonjour monsieur » et qui part. Mais sinon, ouais, je trouve ça intéressant par rapport à Adam. Non, c'est intéressant et on voit les règles dans la maison qu'il doit respecter. Et évidemment, on est ado, on n'écoute rien et que si on a moyen de pouvoir s'envoyer en l'air en allant discrètement chez l'un chez l'autre, évidemment, on passe entre les mailles du filet comme on peut. Dans la scène suivante, on retourne au lycée et là, une discussion gênante à base de lait masculin entre Eric et Otis. Eric essaye de calmer Otis, mais c'est Eric qui se met à paniquer quand il voit Adam arriver. Et Adam attrape le visage d'Eric en mode « Fais attention à toi, tapette ». Alors pardon pour ce que je viens de dire, ce sont les propos, je ne fais que les remonter. Et j'adore la réplique d'un noir qui lui balance « Non mais Adam, être homophobe c'est ringard depuis 2008 mec, mets-toi à la page ». J'ai bien aimé ça, Ça c'est rafraîchissant ça. Ouais, ça c'était bien vu. Adam se barre sans un mot. Dans le casier d'Adam qu'on suit dans cette scène, on voit 2 canettes superposées, petit clin d'œil à la rumeur et surtout des pilules bleues. Adam en prend une, puis 2 et boit tout d'un coup. Peut-être même plus d'ailleurs, vous me direz. Il envoie un SMS à sa meuf en base « J'ai une grosse surprise pour toi ». Sa meuf répond au SMS « Non mais lâche-moi, c'est bon ». Et Adam lance un regard hyper méchant envers Otis et Eric en pleine discussion. That's not the hymen. I think I know what the hymen is, but thanks. Hey, well, I mean, you're quite wrong. What is it then? They are the para-urethral glands, the female prostate. Where's the hymen then? Hymen. On rejoint un cours de biologie cette fois et Otis arrive en dernier et n'a pas d'autre choix que de s'asseoir à côté de Maeve. Pas ravi du tout qu'Otis soit à côté. Il y a urgence les amis, il y a une épidémie de morpions dans le lycée. Il faut un cours de SRE, autrement dit d'éducation sexuelle. Un boulot à faire par 2 que lance le prof, 2 capotes et un sexe en plastique. Otis ouvre l'emballage et met 1000 ans à commencer à poser le préservatif et à le dérouler. Maeve hallucine tellement devant autant d'hésitation qu'elle préfère finir le taf elle-même. On passe à l'exo sur la feuille, l'anatomie de l'appareil génital féminin. Et là, Maeve se trompe sur l'emplacement de l'hymen. Otis indique que c'est la glande para-urétrale, la prostate féminine, et précise où est l'hymen. Le prof se prend dans la tête un god, ça fait rire la classe. Puis vient un moment d'humiliation ultime pour Otis que je vais vous raconter dans 2 secondes. D'abord, on débriefe un peu tout ça. Emeline, qu'est-ce que ça t'a inspiré ? Mais déjà, le plan du casier où on voit les 2 canettes superposées, c'est très fin. Je trouve que le plan, il est hyper intéressant parce que ça met juste en place la rumeur annoncée un peu plus tôt et ça annonce ce qu'on verra un peu plus tard. Et ça, c'était très très intelligent. Et puis cette scène-là, dans le cours d'éducation sexuelle qui est bien stéréotypé, il est intéressant aussi pour montrer que voilà, Otis, il est toujours pas dégourdi quand il s'agit de travaux pratiques, mais que par contre, d'un point de vue connaissance, il est au taquet, et ça, Maeve, elle commence à s'en rendre compte, et ça va changer beaucoup de choses. Franck ? C'est toujours un pilote, donc on est en train de regarder effectivement la mise en place, etc. Et là, on voit le début de la relation qu'il peut avoir entre Maeve et Otis. Pour Maeve, elle se rend compte que Otis, là, il est très factuel sur ce qui se passe, alors qu'on sent qu'en fait, tous les autres, le cours d'éducation sexuelle, c'est un moment soit gênant, soit un moment de faire des conneries. C'est-à-dire qu'il jette un sexe en plastique sur la gueule du prof, quoi. Donc... Les profs sont dépassés. Le prof est dépassé, mais c'est très crédible pour le coup. Voilà, mais lui est toujours dépassé, ce prof-là, quoi qu'il se passe, n'importe quel cours qu'il fasse, il est toujours dépassé. Il est d'ailleurs très très drôle. Et en plus, il va briller, il va pécho l'une des plus jolies profs du lycée. Clairement.
Diffusion d'un cours d'éducation sexuelle de Jean, un peu façon Gossip Girl. Tout le monde reçoit sur son smartphone la vidéo de la mère d'Otis qui montre comment délivrer le parfait soulagement d'un pénis, on va dire, pour son partenaire, afin de l'amener au 7e ciel, on va dire, comme un volcan en éruption. Vidéo qui est diffusée sur la télé en cours de biologie. Bref, Otis fait une crise de panique et s'enfuit de la classe. Le prof veut que Maeve l'accompagne et dehors, Maeve retrouve Otis en train de prendre de la ventoline. Elle dit à Otis que ça aurait pu être pire, imagine si ta mère le faisait avec un vrai poireau. Otis est au bout de sa vie et pense qu'il va crever. Maeve est en mode, t'inquiète pas, je suis un paria depuis longtemps et crois-moi, tu survivras. Et Maeve entend au loin quelqu'un crier dans les toilettes pleines d'amiante, vous savez, poursuivre d'ailleurs et rejoindre justement ces toilettes qui ne sont pas censées être fréquentées, je le rappelle. Oh, mais c'est une corne! Dégagez! Ok, on s'en va. Non, attendez! Partez pas. Aidez-moi. Je suis sûr que c'est toi qui as envoyé cette vidéo à tout le monde. Et alors? Alors je t'aiderai pas, s'il te plaît. Regarde, on dirait qu'elle va exploser, pas de la meilleure façon. Oui, bah, c'est pas mon problème. Non, attends! S'il te plaît, t'en vas pas. On appelle l'infirmière? Non, non, dis rien à personne. Et si jamais il meurt? Si je meurs? Adam, qu'est-ce que t'as pris? Du Viagra. Oui, mais combien? Écoute, dis-toi qu'ici, t'es avec des gens dignes de confiance. Tu peux dire tout ce que tu veux, on ne jugera pas. J'ai pris 3 Viagra. Oh non, j'y crois pas. T'as dit qu'il n'y aurait pas de jugement. Désolée. 3 Viagra, c'est grave. Vu sa réaction, ça a l'air grave. J'ai la tête qui tourne et j'ai un goût de langoustine dans la bouche. Maintenant, tu pourrais attaquer un château avec ça. J'ai dit d'arrêter de le mater comme ça. Désolée, on dirait que t'as une 3e jambe. Du coup, on entre dans les toilettes. En fouillant dans les différentes cabines, Otis et Maeve hurlent d'effroi quand ils aperçoivent l'énorme érection d'Adam qui est cachée dans les toilettes et qui hurle aussi parce que lui, il souffre et les autres, ils ont peur. Et ils demandent de l'aide. Sauf que Otis, il est vexé. Il a bien compris que c'était lui qui avait diffusé la vidéo, donc il ne veut pas l'aider. Et au final, vu sa souffrance et vu qu'il a bon cœur, il se dit bon, je peux pas le laisser comme ça, on va l'aider. Et il commence à discuter pour savoir ce qu'il a fait, exactement ce qu'il a pris. Et évidemment, les pilules qu'il avait prises dans son casier, c'était du Viagra. Et il en a pas pris que 2, il en a pris 3. Et bien sûr, c'est le genre de pilule qu'il ne faut jamais prendre comme ça en entier, et surtout plusieurs. Évitez, s'il vous plaît. Et donc, forcément, Adam se retrouve bloqué avec une érection extrêmement douloureuse. Et Maeve, vu qu'elle connaît un bout de l'histoire, elle explique que c'est parce qu'il n'arrive pas à éjaculer. Il s'ensuit une petite discussion pour comprendre qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce qui le perturbe, et il finit par avouer qu'il sait qu'il a trop de pression, littéralement. Et oui. Il sait pas comment s'en défaire, qu'il a le problème que son père, c'est le directeur, et que tout le monde sait que c'est un abruti, et que du coup, c'est encore plus risible le fait que son père soit directeur, qu'il a une copine qu'il n'arrive pas à satisfaire, qu'il s'imagine en train de faire l'amour avec sa copine dans sa chambre et que son père rentre juste au moment où il doit éjaculer, est-ce qu'il arrivera à s'arrêter ou non? Et il y a toutes ces discussions-là qui font que Maeve et Otis en rient un petit peu, mais essayent de prendre les choses au sérieux, et puis Otis finit par lui donner les meilleurs conseils possibles. Au lieu de vivre un moment de plaisir avec sa partenaire, que de par les rumeurs qui circulent, de par la pression d'être un homme, d'être en forme et d'assurer avec sa copine, en fait, il le vit très mal. Et tout ce qu'on vient de décrire là, ce que j'aime bien, c'est que ça pourrait se résumer en 2 mots, tout ce qui vient d'être évoqué par mon passage et celui d'Emeline, c'est humiliation du côté d'Otis et pression aussi du côté d'Adam, qui lui aussi peut subir une forme d'humiliation. Il a peur de la subir lors de l'acte avec sa chérie, ou de se faire gauler, ou de se laisser bouffer par les rumeurs, etc. Très court, s'il vous plaît, Franck. Non, là, on voit aussi ce qui commence à être une des premières discussions d'Otis pour aider quelqu'un. C'est la première chose qui va donner du coup l'idée ensuite à Maeve de faire ce qu'elle lui proposera à la fin de l'épisode. Encore une fois, on commence à avancer en montrant les personnages et effectivement en parlant de la pression que peut sentir Adam. Voilà. On rentre dans la psychologie des personnages et on continue à avancer sur l'histoire. Emeline. Cette scène-là, elle est intéressante parce que ce coup-ci, on voit une autre facette d'Adam qui est beaucoup plus humaine et beaucoup plus complexe et beaucoup plus attachante finalement, parce qu'on finit par quand même compatir pour lui. C'est quand même beaucoup de charge mentale pour lui. Et puis on a les bases en fait de la série qui se construisent, les bases vraiment du cœur du cabinet de sexologie clandestin qui va se créer. Et c'est intéressant de voir pour la première fois Otis qui s'exprime vraiment
et qui prend les choses en main pour aider les gens. La qualité de jeu d'Azad Butterfield, quand il pose sa voix pour déclamer ce qui pourrait aider, c'est fou, on a l'impression d'une transformation et d'une assurance pour quelqu'un qui est plein d'incertitudes et qui n'arrive pas à se faire du bien. Il a une assurance quand il faut parler de sexualité et donner de la confiance et de la force à autrui. Ce comédien, on ne le dit pas assez, est fabuleux. J'en reparlerai après avec cette fameuse scène en saison 3. Je peux en parler maintenant. Moi, je me souviendrai toujours de cette scène magnifique de déclaration de Maeve en saison 3 à une station-service en France. La qualité du comédien est juste indéniable. Donc on retrouve tout le monde qui est en train de manger, puis on voit Adam qui se rend à la cafette d'un pas assuré. Il grimpe sur une table, il se présente, il déclame haut et fort qui est son père, qu'il est bien le fils du directeur, qu'il est nul à l'école, et que surtout tout le monde dit qu'il a une grosse queue, et donc pour le prouver, il descend son pantalon et la montre à tout le monde. Bravo. Ah oui, c'est du joli, ouais. Là, je sais pas si ça coupe pas l'appétit de tout le monde. Alors, les gens sont fascinés quand même. Ah, il y a des plans magnifiques. Mais en même temps, nous, on a un droit, en tant que spectateur, à un plan assez incroyable. On est du côté des fesses d'Adam, on voit bien ses fesses en assez gros plan, et on voit son phallus dépasser pour qu'on apprécie la longueur de ce qu'il a entre les jambes. Et on voit juste une tête d'un élève qui est beaucoup trop proche à mon goût, qui se lève pour approcher encore plus près la bête. Il déclame qu'il prend sa vie en main, qu'il décide de qui il veut être. Et là, on voit juste les intouchables d'un côté, avec Aimée qui est complètement atterrée et qui est choquée, et Ruby qui lui dit qu'il faut qu'elle rompe avec lui, et elle répond qu'elle sait qu'elle n'a pas le choix. Et du coup, il y a effectivement Otis aussi qui lui dit... Otis qui se retourne vers Eric en lui disant « Va falloir que je te raconte quelque chose ». Donc là, il va devoir lui raconter ce qui s'est passé dans les toilettes pour lui expliquer la thérapie. Can I have everyone's attention, please? I have something to say. My name is Adam Groff. Headmaster Groff is my dad, which is weird, because I'm quite shit at school. And this is my dick. Yes, it is large. But I've done some Googling, and it's actually just above average in terms of worldwide adult statistics. So yeah, that's me. And that's my dick. Et dans la scène d'après, on retrouve Adam qui est en train de coucher avec Aimée et qui déclame haut et fort « Je m'approprie mon histoire, je m'approprie mon histoire !» Et pour le coup, c'est lui qui prend son pied, Aimée, j'ai pas l'impression. Et du coup, il termine, il est tout content. Et elle lui dit « Bon, en gros, c'était sympa, mais c'est fini, hein, c'était la dernière. Hein. J'avais juste envie d'une petite dernière avant de te quitter, parce que bon, t'as quand même fait des conneries, et puis franchement, c'est pas possible entre nous. » Et du coup, elle le quitte, et lui, il en revient pas, il a quand même fait tout ça pour elle, un petit peu aussi, et je pense qu'en soi, il l'aimait bien, mais il se retrouve tout seul, et on entend juste qu'il est convoqué par le proviseur. Non, juste, ils ont fait ça dans une salle de classe quand même, je veux dire, en plein milieu des heures de cours. Je savais pas si c'était dans un local ou dans une... C'est-à-dire que là, c'est juste après manger, parce que tout le monde était au réfectoire, donc c'est 13h30, quoi. Oui, effectivement. Ouais. C'est vraiment le lycée Marc Dorcel, quoi. C'est assez incompréhensible. On occupe une salle tranquille et on fait son affaire. Ok. Donc j'allais juste dire exhibition sexuelle. Bon, pareil, hein, pure exposition ici. En fait, il y a évidemment la question de la réappropriation de son histoire d'Adam. Qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre ? Qu'il ose s'exprimer, voilà, qu'il ose assumer enfin qui il est. Ouvertement, qu'il a plus peur de se dire bah voilà, je suis le fils du proviseur, je suis un débile et j'ai une grosse queue, j'assume, c'est ma vie, c'est mon corps, j'ai pas le choix. Il y a une forme d'affirmation de soi aussi là-dedans, de statement comme disent les anglo-saxons. C'est peut-être ça qui va lui permettre d'assumer son homosexualité après. Et à l'inverse, du coup, on voit que Amy, elle se laisse guider par les rumeurs et la réputation qu'elle peut avoir de ne pas pouvoir rester, soit pour elle ou par rapport aux Intouchables, de ne pas pouvoir rester avec ce gars-là, parce que du coup, il a fait ça, quoi.
C'est Oui. trop pour elle, ouais. Ça a été la goutte d'eau, en effet. Tiens, pourquoi j'ai noté ça? Régler l'exhibition sexuelle en famille, ok. On retrouve Adam dans le bureau de son père. Les flics sont venus et des parents informés de ce qui s'est passé veulent retirer leur enfant de leur établissement. Et on apprend qu'il y aurait des poursuites contre Adam pour outrage, c'est normal, si son père n'était pas intervenu. Du coup, il se prend une colle pour toute l'année. On retourne dans les allées du lycée, on retrouve Amy avec Maeve. Elle lui explique qu'elle a cassé avec Adam et qu'il a bien fini son affaire lors de leur dernière partie de jambes en l'air. Amy a besoin d'avoir quelqu'un de stable sur le plan social, mais va bloquer sur le moment où Amy a dit « Quoi ? Ton ex a bien joué ?» On prend la direction du domicile d'Emile Byrne. Otis reprend l'exo de biologie qui représente un vagin. Il est posé sur son lit et commence à tenter de se faire du bien, mais il n'arrive pas jusqu'au bout. Et pendant ce temps-là, le pauvre entend sa mère faire des cochonneries tout dessus à l'étage du dessus. Otis jette sa crème et le magazine pseudo Playboy. Et encore une fois, le plan cul de sa mère ouvre le lendemain. Tout ça, c'est le lendemain matin. Hein, ouvre la porte de la chambre d'Otis et se trompe de pièce. Il donne son prénom, mais on s'en fout. Otis va retrouver sa mère en terrasse et lui dit qu'il n'arrive pas à se soulager, à se faire du bien tout seul, mais qu'il ne veut pas en parler, qu'il va régler ça lui-même. Et sa mère affiche un grand sourire de satisfaction. Mais changement de plan, quand on voit que le plan cul de Jean était finalement assis à côté, en train de prendre son petit déjeuner, et il est tout gêné, il dit qu'il va y aller, décision validée par Jean, bien évidemment. Et oui, pleine d'humour cette scène, vous voyez la preuve, quand je la raconte, vous riez. Emeline. Ouais, la scène où on voit Otis en train d'essayer de se caresser, elle est extrêmement bien filmée, encore une fois. On a ce coup-ci la super chanson Dancing with Myself, et on a juste un petit découpage où on voit plus que la silhouette d'Otis sur un fond noir, et lui super concentré, avec des têtes assez improbables au fur et à mesure, et jusqu'au final, où nous, enfin je sais pas vous, mais moi j'entendais même pas sur le coup que sa mère, elle était aussi en train de folâtrer. C'est seulement après qu'on entend ces cris et on se dit comment on peut réussir à se débloquer son propre plaisir si on est en concurrence constante avec le plaisir de sa mère. Franck. Bah effectivement, c'est ce que j'ai noté aussi sur cette scène, c'est la réalisation. De manière générale, dans l'épisode et dans la série, il y a quand même des scènes de réalisation qui sont assez folles. Et celle-là, elle est vraiment pas mal pour montrer qu'il essaye de se concentrer, et du coup il est isolé dans le cadre, il n'y a que lui, mais le plaisir de sa mère le rattrape. Et puis après, c'est les scènes d'humour et de gênance, où en fait, pour Otis et sa mère, ils n'ont aucun problème à parler de sexualité. Alors, Otis a un peu le problème à parler de sa sexualité, mais de sexualité en général, et ça ne le gêne absolument pas. Ils ont vraiment rien à foutre des mecs de sa mère, quoi. C'est vraiment des mecs jetables qui sont là, donc ils peuvent parler de leur vie sexuelle devant eux, et ils en ont rien à faire, et c'est vraiment très très drôle en fait ça, du coup le comparatif, eux ils parlent d'un truc très sérieux, et puis d'un coup tu te rends compte qu'il y a l'autre gars qui dit bon je vais y aller alors. J'adore cette expression, elle est fondamentale, ce que tu viens d'évoquer Franck, homme jetable. Ouais. Tout le travail de renversement aussi, il commence mine de rien dès le pilote avec ça, avec la sexualité de Jean, mine de rien, super intéressant. Allez, dernière scène que j'ai baptisée apprendre ou à laisser. Du coup là on se retrouve au lycée avec l'arrivée encore de Otis et Eric en vélo. Ils vont rencontrer deux personnes, il y a Adam qui revient les voir et qui du coup n'est pas très content parce que malgré les conseils de Otis, il a réussi donc effectivement à jouir, mais Amy l'a largué, donc il en veut à Otis et lui dit que le deal qu'ils avaient fait auparavant, de dire en fait avec Maeve, on ne parle pas de ce qui s'est passé dans les WC et de ta prise de Viagra, contre le fait que tu arrêtes de terroriser Eric, du coup ce deal n'a plus lieu d'être, puisque du coup Amy l'a largué, et ensuite Maeve arrive, où du coup Eric lui dit attention, elle arrive, hop, et elle est là, et du coup Eric s'en va, et ils commencent à discuter, et Maeve lui propose un plan, dire que les élèves de ce lycée ont besoin d'aide sexuelle, que lui il peut leur proposer de l'aide, elle gérera la partie finance. Voilà. Et ce qu'il le propose, c'est de faire des ateliers, des séances de thérapie sexuelle dans les WC toujours pleines d'amiante. Voilà. Et c'est ça qui va lancer du coup le début de la mécanique de cette série. Exact. Le fameux deal passé entre Maeve
et Otis, et qui va sceller une amitié, et peut-être plus, vous vous en doutez bien. Bah oui, peut-être qu'il la trouve un peu attirante aussi, Maeve, Otis. Oui, bah oui. Parce qu'on l'a pas dit quand tu l'as décrit tout à l'heure, mais elle a quand même de très forts airs de Margot Robbie. Oh oui. Précisons quand même qui elle est. Elle s'appelle Emma Mackey, et il se trouve qu'elle est... Française. Oui, franco-britannique. Elle a vécu en France, du côté du Mans, à Sablé-sur-Sarthe, jusqu'à ses 18 ans. Elle est partie en Angleterre pour poursuivre ses études et devenir comédienne. Et d'ailleurs, j'en profite juste, il y a quand même 3 acteurs dans Sex Education qui ont joué dans Barbie, aux côtés de Margot Robbie, du coup. Tout à fait. La boucle est bouclée, c'est sa ressemblance qui a fait qu'elle a réussi à intégrer le film de Greta Gerwig. Voilà. Bah, déjà, cette conclusion, elle est solide, elle est plutôt bien faite, elle est plutôt bien amenée. Ça t'a plu dans l'ensemble, Emeline ? La conclusion, elle est efficace. Ça arrive direct sur le sujet principal. On conclut sur le cabinet de sexologie, et avec cette amitié naissante aussi. Du coup, avec ce petit suspense, est-ce qu'il va dire oui, est-ce qu'il va dire non, et puis le oui final qui enclenche la fin de l'épisode, où on sait que les prochains épisodes vont être très intéressants et qu'on va voir de nouvelles choses de plus en plus dingues. Les bases sont plutôt bien posées, en effet. Alors, juste quelques infos, bien sûr, sur l'après-pilote concernant la série Sex Education, et bien sûr, vous aurez droit à nos notations, mais tout ça, c'est juste après un extrait. De quoi tu voulais me parler? Là-bas, tu vois, ces nanas? Celle de droite n'a jamais eu de relation lesbienne avant. Elle a très peur du vagin de sa nouvelle copine. Tu la vois, elle? Elle croit que si elle se chatouille le minou, ça fera tomber son clito. Elle se déteste, mais elle arrête pas de se caresser pour autant. Eux, tu les vois? Eh bien, lui, il est clair qu'il refile des morpions à tout le monde. Et où tu veux en venir? Les élèves de ce lycée ont besoin de toi, Otis. Et on a besoin de leur thune. J'ai pas encore potassé les détails, mais je suis bonne en calcul, alors je me charge du côté commercial et toi de la thérapie. On fera payer les séances et on se partagera la recette. La thérapie? La thérapie sexuelle. T'as un don. Ça serait irresponsable de le gâcher. T'as bien aidé Adam. Je l'ai pas aidé. Et il me déteste maintenant. Il a joui, Otis. Il a pu jouir grâce à tes paroles. Enfin, genre. Alors, très vite, il y a quand même eu dans cette série des épisodes emblématiques, en saison 1, en saison 2 et en saison 3 notamment. La saison 1, il y a eu le fameux It's My Vagina. Vraiment, regardez-le. C'est un très bel épisode. Je vous assure qu'à la fin de mon épisode, j'étais devant, j'étais en mode pouce en l'air, tellement j'avais trouvé bien écrit sur une forme de slut-shaming subi par Ruby, où il y a une photo de sa fraise, on va dire, qui circule dans le lycée. Et vraiment, la résolution de cet épisode est sublime, donc je vous le conseille. En saison 2, évidemment, le fameux épisode, mais l'épisode du bus et de cette sororité, de cette solidarité entre filles. Moi, je me souviens, en fait, malheureusement, pour vous expliquer un peu le contexte, vous n'avez même plus le temps de regarder une série que vous êtes vite spoilé. Ou alors, les miniatures utilisées dans Netflix vous donnent trop d'informations. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. Je rappelle, Amy Wood, donc Amy dans la série, est agressée sexuellement. Elle est dans un bus bondé, il y a un porc près d'elle qui finit par lui envoyer du lait masculin sur son jean. Elle est traumatisée, elle n'arrive plus à prendre le bus pour se rendre au lycée. Et donc, dans les épisodes qui suivent, il y a cette sororité où tous les personnages féminins qu'on a vus depuis le début la rejoignent pour l'accompagner dans ce bus. Ça a beaucoup marqué les esprits. C'est un de mes épisodes préférés, du coup. Bah, malheureusement, moi, ça n'a pas marché parce que j'avais la miniature des filles toutes assises près d'Amy. Oui, non, moi, je l'avais pas vu. Et du coup, effectivement, quand elles l'attendent pour toutes monter dans le bus, ça, c'était... c'est une belle surprise, ouais. Voilà. Enfin, en saison 3, qu'est-ce qui m'avait marqué ? C'était la déclaration en fait, d'Otis que j'avais beaucoup aimé, et toutes les thématiques aussi. Je ne l'ai pas évoqué, mais en saison 1, on parle quand même d'IVG, de comment Maeve va surmonter ça, traverser ça. En saison 3, ce qu'on parle des violences obstétriques, tout ce qui est brassé vraiment par cette série était passionnant. Et votre regard là-dessus, Emeline? Moi j'aime beaucoup, c'est dur de choisir un épisode en fait dans toute la série, il y en a des tellement bons, mais ce que j'aime beaucoup c'est leur manière de gérer les intros des nouvelles saisons à chaque fois. Comme là on a le plan séquence qui montre après Aimé et Adam en train
de faire l'amour. Puis dans la saison 2, il me semble que c'est Otis qui arrive, désolé pour le spoil, hein, mais qui arrive enfin à se masturber. Du coup, c'est un florilège de succession de moments où il se masturbe. La saison 3, je crois que c'est tout le monde qui fait l'amour, il me semble. Et la 4e, je sais plus. Mais en tout cas, à chaque fois, c'est des moments bien particuliers où on les voit en train d'avoir des relations sexuelles, de se faire plaisir, où ils sont heureux, en fait. Généralement, ils sont dans un moment de pur plaisir. Et c'est toujours intelligent. Oui, Franck Oui, là, j'ai pas d'épisode particulier qui me revient, mais effectivement, il y a des... celui sur C'est mon vagin que tu as parlé, il est assez extraordinaire. Et... Une des histoires que j'aime bien, c'est la gestion de ce qui s'est passé dans le bus avec Amy. Je le trouve vraiment bien, et puis la sororité, et puis en plus ça reste, c'est-à-dire que c'est pas juste on dit une fois on fait un épisode, non, c'est un fil conducteur, ça va la traumatiser pendant un moment jusqu'à la fin de la série. Et puis la fin de la série dans la saison 4, du coup elle arrive à complètement se débarrasser de ça en faisant un feu complet pour brûler son jean. Enfin, c'est assez extraordinaire. Et après, moi, mon personnage préféré, en tout cas le parcours de mon personnage préféré, c'est celui d'Adam, qu'on voit maintenant et qui au départ est présenté vraiment comme un débile qui sait pas ce qu'il veut. Enfin, il n'arrive pas à faire jouer sa copine. Il terrorise les gens. Et en fait, après, il évolue parce qu'il sait pas ce qui lui arrive. Et il arrive à avoir des belles histoires d'amour. Il arrive à faire la paix avec son père. Enfin, je trouve que c'est mon personnage. Enfin, en tout cas, l'évolution de mon personnage préféré. C'est la plus belle, en effet. Ouais, c'est incroyable. Et du coup, pour une petite anecdote que je n'ai pas donnée au début, c'est que effectivement, l'acteur Connor Swindles, de 2019 à 2021, était en couple avec Emmylou Wood. Donc Amy et Adam, qui donc du coup couchaient ensemble au début de la série, étaient en fait vraiment ensemble, ou en tout cas ont commencé à être ensemble avec la série, je suppose. Tu cites Emmylou Wood, c'est important aussi de préciser que Sex Education a raflé un prix, celui de la meilleure comédienne dans une comédie, un BAFTA. C'est pas rien, ce sont les Golden Globes anglais si vous voulez. Et elle a eu un BAFTA en 2021, Emmylou Wood, pour son interprétation d'Amy dans la série Sex Education, et c'est largement mérité. C'est une comédienne qui est vraiment brillante et juste comme il faut dans ce qu'elle a joué, et Dieu sait que c'est difficile de jouer le trauma, ce trauma-là, comment elle le subit, comment elle le combat, comment elle le surmonte et comment elle finit par le dépasser. Elle le joue divinement bien. Je voulais vous dire encore une chose, on parle de sex education et d'éducation sexuelle très vite. Je vais vous parler de Madame Sarah Durocher. Vous savez qui c'est ? Non, vous savez pas. Non. Là, comme ça, non. C'est la patronne du planning familial en France. Et il se trouve qu'en 2023, si je ne vous dis pas de bêtises, il y a eu un partenariat entre Netflix et le planning familial en France. En fait, elle expliquait que ils ont accepté ce partenariat, c'est Netflix qui allait les chercher pour valoriser les actions du planning sur des questions d'éducation à la sexualité. Et le but était également d'expliquer aux plus jeunes qui se posent des questions et qui cherchent des ressources fiables qu'il y a des lieux, qu'elle appelle cette dame des lieux ressources, et surtout mettre en avant le numéro vert que je vous donne pour les plus jeunes qui nous écoutent, 0800 08 11 11, si vous avez des questions sur tout ce qui concerne l'éducation à la sexualité, il y a des gens qui sont disposés à vous répondre à ce numéro. Je le répète, le 0800 08 11 11. Voilà, ça vous vous y attendez pas sur le partenariat Netflix Planning Familial. Hein. Ah bah non. Ça me fait rebondir. J'ai lu que tout au long de la série, il y avait constamment des sexothérapeutes qui donnaient leur accord aussi pour certaines choses, pour valider en fait ce qu'ils disaient dans la série, mais aussi la présence constante d'un coordinateur d'intimité. C'était une des premières fois d'ailleurs, et d'un éducateur sexuel, pour qu'ils utilisent justement les bons termes, pour que les scénarios soient le plus juste possible sur ce qu'ils allaient communiquer comme information aux adolescents, vu que finalement c'est vraiment une série pour communiquer autour de l'éducation sexuelle et donner ce que le lycée finalement n'arrive pas à nous donner comme cours correct. Quoi. Exact. Après, ça ne doit pas être l'unique source, c'est juste une base de discussion. Après, il faut aller creuser. C'est pas dedans que vous aurez les réponses à tout. Il faut vraiment aller aussi chercher, se renseigner auprès de gens compétents. D'où aussi les informations que je viens de vous communiquer à l'instant. Et soyez curieux. Complètement. Et nous allons passer à la notation dans ce pilote presque parfait. Après tout ce qu'on a dit sur ce pilote,
de Sex Education. Je vous écoute pour votre note et la justification de celle-ci avec une appréciation globale concernant ses forces et ses faiblesses. Je rappelle l'échelle de notation. 10 parfait, 9 exceptionnel, 8 très bon, 7 un bon pilote, 6 satisfaisant, 5 moyen, 4 insuffisant, 3 mauvais, 2 très mauvais, 1 exécrable, 0 inadmissible. Je ferai un rappel du classement juste après la note d'Emeline. Quelle note, Emeline, tu donnes à ce pilote de Sex Education ? Alors, moi, j'ai adoré cet épisode, donc moi, je lui donnerai 9,5, parce que je trouve... ouais, je trouve qu'il est vraiment excellent. J'arrive pas... En fait, quand je l'ai revu, en sachant que je l'avais vu en 2019, je me suis pas ennuyée une seule seconde et j'ai essayé d'avoir le regard de quelqu'un qui le découvre maintenant. Je vais répéter ma question, parce que là, t'es biaisé par le reste de la série, donc je vais répéter ma question. Quelle note donnes-tu à ce pilote ? Ah non, je suis cohérente. Hein. C'est justement en revoyant le pilote comme si je ne l'avais jamais vu, donc sans faire attention à tout ce qu'il y a autour, et mes notes le montrent bien. À chaque fois, je me disais, et si maintenant, là, par rapport à ce qui se passe là, je verrais bien un truc comme ça. Je trouve que là, pour l'instant, c'est clair. Et je trouve qu'ils ont réussi, en un épisode, à approfondir tous les personnages qu'ils nous montraient, ou en tout cas les plus importants. On a les bonnes bases, on arrive à comprendre vers où ça veut tendre, et la complexité des personnages qu'on commence à rencontrer. Même Jackson, on commence à voir qu'il est plus que le mec populaire, qu'il n'y aura pas juste du blanc ou du noir, il y aura du gris, et que tous les problèmes qu'ils vont évoquer, et qui ont déjà été évoqués, ils sont évoqués avec intelligence. Alors, il y aura des choses, je parle des problèmes sexuels. Hein. Après, il y a des choses qui sont beaucoup plus ridicules et qui n'auraient pas été forcément utiles. Oui, non, mais complètement. Mais le but, c'est de donner envie aux ados de le regarder et de s'instruire. Et je trouve qu'elle le fait avec beaucoup d'intelligence, pour le coup. Eh ben, je vais encore passer pour le méchant de l'histoire aujourd'hui. Ok, 9,5. Je note coefficient 3, puisqu'Emeline est notre invitée. Je vous fais un rappel très rapide du classement général d'un pilote presque parfait. À la 26e, Malcolm, 27e, Undo Stress, 28e, Emily in Paris, 29e, Art les cœurs à vif, et 30e et dernière, Lanterne rouge, Les mystères de l'amour, ce que je ne comprends toujours pas d'ailleurs, c'est une grande série. Mystère. Est-ce qu'on peut noter que sur ceux que tu viens de noter, j'ai participé à 3 des épisodes sur les 5. Il va le dire. Tu vas le dire à chaque épisode ou quoi? Oui. Il y a de l'acharnement. Hein. Et en même temps, j'ai participé à 4 des 5 premiers. Donc du coup, ça va. Ah, quand même. Ouais. 5e. Donc ça, c'était le flop 5. Top 5. 5e, Buffy. 4e, Doctor House. 3e, Stranger Things. 2e, Seinfeld. Et première, The Crown. Je vais te demander, Franck, ta note. Mais je vais encore passer pour le salaud. Je le sens. Franck. Alors, j'hésite, mais je pense que je vais mettre 8,5. Vous êtes généreux, hein. C'est pas Noël pourtant, j'ai raté un épisode ou... Mais c'est très bien, la série est très bien faite, elle est très bien réalisée, on l'a dit quelques fois, on s'est pas forcément entendu dessus, mais la série est très bien réalisée, il y a des super moments de réalisation de la série, les acteurs sont tous fabuleux, c'est-à-dire qu'ils sont tous crédibles dans leur rôle. Effectivement, des fois ils peuvent être un peu stéréotypés, mais c'est aussi le début. On a envie de suivre les histoires de chacun. D'accord. On a commencé déjà, même si c'est quand même un casting qui est un peu choral, où il y a plusieurs, même si le personnage principal reste quand même Otis, mais il y a tous les autres qui sont là et qui auront de l'importance après. On a envie de découvrir ce qui se passe. Voilà. Et puis du coup, c'est aussi une série qui est complètement différente de ce qu'on a pu voir déjà avant. Je pense que aussi pour ça, elle mérite d'avoir une super note. Bon, 8,5. Bon, bah, tant pis, hein. Moi, je mets 2. Non, mais je sais pas. Alors, je suis peut-être sévère, hein. N'hésitez pas à me le dire. Mais moi, je voulais mettre 7. Un bon pilote. Pourquoi ? Je suis pas objectif, évidemment, j'ai vu la suite. On a tous vu l'intégrale, hein. C'est rare dans l'émission, mais ça arrive. C'est solidement raconté. En fait, la première fois que je l'ai revu pour préparer cet épisode, je suis sorti de là en mode mais les personnages sont tellement plus géniaux après que ça me paraît correct, mais sans plus. Et ça m'a rappelé aussi mon tout premier visionnage où j'avais pas aimé tout l'aspect American Pie. La crudité de certaines choses qui sont vraiment surlignées. Tu te dis, il faut qu'on plaise aux gamins qui ont 15, 16, 17 ans, 18 ans, puisque l'adolescence, ça va jusque 19, 19. Il faut qu'on leur plaise à fond, donc on va mettre du gras. Et tout gras
cracra est trop surligné à mon goût dès le pilote. Et je me souviens très bien que ça m'avait pas plu et que j'avais juste continué. J'avais envie de voir Otis, Eric, Maeve, comment ils avaient évolué. C'est drôle, j'ai rigolé aussi, j'avais bien aimé. Mais tout l'aspect gras me plaisait pas. Et cet aspect gras, il est resté. Hein. Souvenez-vous la scène du caca dans le bus, saison 3. Voilà, quand j'ai revu le pilote, je me suis dit... Ah ouais, ça me rappelle vraiment tout ce que j'ai pas aimé et qui a perduré après. Ouais, c'est drôle, toi, l'aspect gras que tu vois, moi j'ai juste vu le côté osé. Ils ont osé montrer des choses. Ouais, mais quand t'as grandi avec des American Pie, des, je sais pas moi, tous ces films-là des années 2000, bah en fait, malheureusement, dès le pilote, et parce que c'est Netflix et qu'il faut viser très large, et tomber dans ces travers-là. Donc voilà, c'est un peu dommage. En revisionnant le pilote, j'ai bien aimé, mais il y a tellement de choses qu'on pourrait enlever, quoi. Genre, le mime, Adam qui mime de s'envoyer en l'air avec son pote, là, ils font les cons dans la cour de récré. Mais c'est nul. Il y a des choses qui sont tellement belles, comme la Asa Butterfield qui donne des conseils, et la puissance des mots, et de se donner confiance, et de communiquer, et d'échanger. Et ça, c'est magnifiquement raconté dès le pilote. Et puis, il y a des trucs tellement grotesques à côté que non, je peux pas mettre au-dessus de 7. Oui, mais cette scène-là, par exemple, c'est vraiment pour montrer qu'il est débile, en fait. Donc, elles sont là, effectivement, il y a des trucs graves, parce que c'est aussi des trucs d'adolescents, et pas forcément forcés. Hein. À ce moment-là, tu penses pas qu'avec ton cerveau. Hein. Et là, le trait, pour moi, il est trop surligné. Ah oui, je comprends. Bon, 7, c'est quand même une super bon, note. Je suis un peu sévère, je sais. Excuse-moi, Franck, je disais. Non, mais 7, c'est une super note. Après, peut-être que nous aussi, on s'est un peu laissé emporter, mais maintenant, la note est là. Il a une belle note, hein. Il a une belle note à l'arrivée. Donc, Franck, tu as mis 8,5 COF2, Emeline 9,5 COF3 et moi 7 COF2. Donc, ça fait un total de 8,5. Et la série se classe 7e. Elle passe devant Big Bang Theory. Elle se classe entre Killing Eve et Big Bang Theory. Donc, 6e Killing Eve, 7e Sex Education, 8e Big Bang Theory, 9e Gilmore Girls et 10e Fleabag. Pour moi, je pensais que ce serait plus au milieu, pour être très honnête. Mais bon. Ouais, carrément. Je trouve qu'on a vu des meilleurs pilotes. Mais moi, je trouve que c'est un des meilleurs que j'ai vu. Le plus équilibré. Le fait d'en avoir fait une trentaine aussi, je deviens exigeant. On n'a pas parlé de la saison 4, qui est, je pense, celle qui a un peu déçu tout le monde. En 2 mots très courts, parce que c'est la plus récente quand même. En ce qui me concerne, ouais, effectivement, elle était un peu plus décevante de la 4e saison parce qu'elle était exagérée. Sur plein de personnages, ils ont exagéré trop de choses, même Eric, que j'aime énormément. Ça allait beaucoup trop loin. Il y a des choses, ça va beaucoup trop loin. Et il y en a d'autres, comme Adam, qui a une très belle évolution, où effectivement, je suis absolument d'accord, c'est celui qui a la plus belle évolution et la plus constante. Et d'autres où, en fait, ça s'essouffle un peu. Alors après, l'histoire du couple Maeve et Otis, ça m'a pas trop dérangé encore. C'était pas ce qui m'a le plus gêné. Mais c'était déséquilibré, je trouvais, par rapport aux autres. Ouais, je trouve que la saison, elle est à l'image d'Adam, parce qu'Adam, il est en progression constante quand on découvre qu'il aime les Kardashians, la révélation de sa bisexualité que j'ai trouvé extrêmement bien amenée. Là, je trouve que, oui, il va tomber amoureux d'une fille, etc., mais ça c'est plat, quoi, à l'image de la saison. Et malheureusement un peu trop utopique aussi dans le côté on est un lycée où on accepte tout le monde, les amis, et LGBTQIA, open bar, tout. On aimerait bien, mais malheureusement on sait que c'est pas le cas. Franck. Oui, c'est un peu dommage, effectivement, ils vont un peu trop loin. Jusqu'à là, ils avaient réussi à être à la limite de ce qu'on peut montrer sans être trop dans le stéréotype, etc. Là, ils vont un peu trop loin peut-être dans cette saison 4. Il y a des bonnes scènes, il y a des bons épisodes, hein, mais je suis d'accord avec vous, en fait, le lycée, il est trop loin, le lycée, il y a trop de stéréotypes, tous les potards sont poussés à 11 pour tous les personnages de ce lycée, quoi. Donc des fois, c'est un peu dur à suivre, mais en même temps, après, ça montre aussi que, en fait, si c'était dans ce sens-là, si c'était ouvert à tous, ça marche pas non plus, quoi. Parce qu'au final, les gens restent quand même des humains, et que même si tout le monde est ok sur la sexualité de tout le monde, mais ça peut quand même rester des pourritures les uns avec les autres sans aucun lien avec leur sexualité. Donc ça, c'est plutôt bien fait. Mais effectivement, c'est pas ma saison préférée, quoi. Oh oui, clairement. Je pense qu'on l'a vite oubliée et elle se lance malheureusement un peu trop tard pour moi au 6e l'épisode de l'enterrement de je sais plus. De la mère de Maeve. La mère de Maeve, pardon. La série se lance et pour moi c'était trop tard. Cet épisode m'avait beaucoup touché, mais c'était tard, quoi. Voilà. On a fait un grand tour, je pense, de Sex Education. Les 4 saisons sont disponibles, bien sûr, sur la plateforme Netflix, si vous avez envie de la voir ou de la revoir. Un pilote presque parfait, c'est fini. Un grand merci à toi, Emeline, d'être venue dans PPP. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Un grand merci également à toi, Franck, d'être venu dans cet épisode de PPP. Merci beaucoup.
Merci encore une fois Junior de m'avoir accueilli pour cet épisode. On va se retrouver d'ailleurs très prochainement, Franck, dans le prochain PPP. On va parler de la série Une nounou d'enfer, disponible sur TF1+. Et donc on va commenter le pilote, ça promet, je sens que ça va être un carnage encore cet épisode. Vous pouvez retrouver l'épisode de PPP que vous venez d'entendre, ainsi que tous les anciens, sur votre appli podcast préféré, sur Apple Podcast, Spotify ou Podcast Addict. N'hésitez pas à nous mettre un commentaire et 5 étoiles pour nous aider à faire grandir cette émission. On est aussi présent sur les réseaux sociaux X, anciennement Twitter, et sur Insta, @pilote parfait, la saison des séries. Un grand merci à vous, chers auditrices et auditeurs fidèles de PPP. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous souhaite plein de bons épisodes et je vous dis à très bientôt. Ciao. À bientôt. À bientôt.